Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bienvenue pour ce 41e numéro du podcast EdTech France, un podcast 100% EdTech et 100% français. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a reçu plein de beaux mondes au micro, des entrepreneurs, des chercheurs, des enseignants, des directeurs d'entreprise, des personnes qui s'investissaient pour l'égalité du genre dans la tech. Et aujourd'hui, on reçoit une experte qui nous manquait, une experte du future of work, comme disent nos amis anglo-saxons. J'ai nommé Laetitia Vito. Bonjour Laetitia. Bonjour Anne-Charlotte. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et je te connais depuis un certain temps. Je te suis avec passion sur les réseaux sociaux et je vais te présenter quand même à ceux et celles qui n'ont pas encore le plaisir de te connaître. Laetitia, tu fais énormément de choses. Tu es notamment l'auteur de livres sur le travail et sur son évolution, ce qu'on appelle donc le Future of Work. Et tu es aussi la rédactrice en chef de toute la partie entreprise du média de Welcome to the Jungle. Et maintenant, tu as créé aussi ton propre média, Nouveau Départ, où tu parles de ces transformations sociétales qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des sujets qui nous passionnent chez EdTech France, où nos entrepreneurs œuvrent grâce au numérique, au digital, pour une meilleure éducation tout au long de la vie. Bref, assez parlé, je te passe la parole. Est-ce que Laetitia, tu peux d'abord nous expliquer c'est quoi le Future of Work? D'où ça vient, cette réflexion sur nos pratiques de travail et comment est-ce que tu es tombée dans ce vaste sujet? Grande question. En fait, l'expression recouvre pas mal de concepts ou d'idées différentes et souvent les gens pensent surtout aux outils, à l'influence de l'intelligence artificielle et d'une manière un petit peu avec ce biais qui est celui des outils, et c'est pas du tout le mien. Moi, j'aime bien ce mot futur ou avenir parce que ça me permet d'avoir une approche en fait historique et systémique sur une transition très profonde qui est celle d'un modèle de travail et de tout un tas d'institutions qui l'accompagnaient, dont on a hérité de l'âge industriel et plus précisément de l'époque de l'âge de l'âge d'or de l'automobile, le système fordiste, qui nous a donné tout un tas de choses. Notre système éducatif, il date d'un peu avant, mais il a aussi été façonné par ce système-là. Et puis, on vit une transition très profonde depuis des années déjà, mais qui est accélérée par la crise actuelle, vers un autre modèle qui reste encore en partie à définir. Et comme on vit une période de transformation, c'est pour ça que cette expression de Future of Work se retrouve un peu sur toutes les lèvres. Alors pourquoi en anglais? Parce que sans doute qu'il y a un prisme de la Silicon Valley qui est très important, de cette révolution numérique qui change toute notre manière de faire, de ces applications de notre quotidien qui sont essentiellement américaines, parce qu'on utilise assez peu les applications chinoises, et que des applications européennes, on n'en a pas énormément. Donc, on y travaille. Voilà, on y travaille, j'espère. Donc voilà, d'où l'expression. Et voilà, ce que moi j'entends dans cette expression, c'est une transition très profonde d'un modèle à un autre et toutes ces implications sur nos manières de travailler et les institutions qui accompagnent le travail. Et j'y tiens beaucoup à cette histoire des institutions parce que ça inclut l'éducation, ça inclut le management, les ressources humaines, ça inclut la protection sociale, ça inclut aussi les nouvelles formes de syndicats, de négociations collectives. Voilà. Et donc, on comprend qu'il y a une vision beaucoup plus large dans laquelle s'inscrivent des rapports de force, dans lesquels s'inscrivent des dynamiques dans quelque chose qui est plus systémique et qui est pas strictement un sujet individuel ou un sujet d'entreprise avec des outils à choisir pour mieux travailler. Comment je suis tombée dedans? Je pense que je suis tombée dedans par une passion de l'histoire. J'ai été enseignante. J'ai pas enseigné l'histoire, mais j'ai enseigné l'anglais, mais j'enseignais aussi l'histoire politique américaine à Sciences Po. Donc moi, j'enseignais en classe préparatoire et pendant presque 10 ans, un peu moins. Et pendant ce temps, j'enseignais aussi l'histoire en anglais à Sciences Po. Et je pense que c'est vraiment et surtout l'histoire politique, et en plus l'histoire politique américaine du XXe siècle, il y a finalement dedans énormément de choses qui sont des sujets qui sont toujours les miens aujourd'hui, donc des sujets de grandes institutions, de révolution numérique,
voilà, d'enjeux politiques. Et c'est par là que j'y suis entrée, intellectuellement. Et puis après, peut-être de manière plus personnelle, c'est un parcours fait de voilà, de rebond, de souffrance au travail, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où j'ai pris moi-même un peu comme un sujet d'étude aussi parce que voilà, sortie d'une école de commerce, sachant pas trop quoi faire, je fais un boulot qui ne me plaît pas dans une de commercial dans une société de services informatiques et puis je lâche tout, je deviens prof, je passe des concours et je deviens prof, je le fais pendant pas mal d'années quand même parce que j'ai bien aimé, mais après c'est trop répétitif, ça m'offre pas de perspective, donc je quitte à nouveau, je quitte la France, je travaille dans les ressources humaines. Et puis pour finalement, depuis 2015, créer ma propre entreprise, être à mon compte et voilà, maintenant faire, comment dire, faire plutôt qu'attendre de trouver. Non, mais c'est extrêmement intéressant tout ce que tu racontes sur justement le lien entre quête de sens, révolution numérique, lien entre petit individu et institution, et justement ce que tu nous dis sur ton rapport à l'histoire et justement le prisme historique que tu prends pour analyser ces transformations, c'est extrêmement pertinent. Et nous, entrepreneurs de la tech, on a peu l'habitude de prendre le prisme historique pour aborder ces sujets. Et justement, je reviens sur ton dernier livre qui s'appelle Du labeur à l'ouvrage. J'ai regardé comment tu traitais le sujet et tu parles des valeurs de l'artisanat et tu les décris comme un programme de transformation du monde du travail. Et je voulais savoir si tu pouvais revenir sur ce rapport à l'artisanat et surtout sur à quel point la révolution numérique, qui est donc à l'opposé de l'artisanat, a bouleversé tout ça et dans quel nouveau paradigme on se trouve en fait. Alors, vaste question que celle de l'artisanat. Là aussi, ça part de l'idée que finalement, en regardant le passé, on peut avoir des pistes d'inspiration plus pertinentes pour le monde d'aujourd'hui que celles d'un passé plus récent qui est celui de l'âge fordiste. Et pour ça, je suis peut-être obligée de refaire un peu d'histoire pour expliquer d'où ça vient. Donc, si on regarde l'histoire récente et le système fordiste, il nous a donné une manière de travailler qui repose sur plusieurs piliers, dont la standardisation, la division des tâches, l'organisation scientifique du travail, la séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, et puis voilà tout un tas de choses comme le salariat. Alors de manière assez vertueuse, il a apporté beaucoup de contreparties, dont une protection sociale importante, la sécurité de l'emploi, la fiche de paye qui donne accès au crédit bancaire, au logement. Donc il y a plein d'avantages. Et du coup, pour ce qui est du travail, c'était exactement à l'opposé de l'artisanat, dans le sens où les travailleurs ont été on leur a complètement retiré toute autonomie, toute singularité. Ils n'avaient pas à être eux-mêmes, ils n'avaient qu'à être un maillon interchangeable dans une grande chaîne dans lesquelles leur individualité ne comptait pas du tout. Et répliquer voilà un one best way, une manière de faire qui avait été pensée par un ingénieur, qui était la meilleure manière, ce qui a permis d'avoir des grands gains de productivité, donc de produire de manière beaucoup plus efficiente. Ça a amené une grande richesse. C'est pas pour dire que c'était mal ou pas bien, hein, c'est juste pour dire que ce système-là, on est même beaucoup arrivé au bout, parce qu'il y a beaucoup plus de secteurs qui ne rentrent pas dans la même logique, parce que les emplois dans le monde industriel ont énormément décliné à mesure que, avec la mondialisation, on a commencé à externaliser pas mal de cette production dans d'autres pays, que l'industrie en termes d'emploi a énormément décliné. Mais aujourd'hui, il y a plus de cadres que d'ouvriers dans la société française. Il y a aussi beaucoup plus d'emplois dans le monde du care, qu'il s'agisse, par exemple, de l'enseignement. L'éducation nationale est le premier employeur, qu'il s'agisse des services à la personne, des personnes qui assistent les personnes âgées à domicile, des nounous, enfin voilà, tous ces emplois-là. Et on a tenté de répliquer le modèle alors vertueux de l'industrie automobile dans d'autres secteurs, et en fait, ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Il n'y avait pas de syndicats, parce qu'on ne pouvait pas extraire les mêmes gains de productivité, parce qu'on a utilisé des indicateurs qui ne collaient pas à la définition de la valeur dans d'autres domaines, parce que ils ne partageaient pas un même espace, il n'y avait pas de chaîne d'assemblage. Enfin, pour tout un tas de raisons, en fait, ça collait pas, ça marchait pas.
Et donc, en fait, on atteint un espèce de limite, d'impasse, qui est qu'on n'arrive plus à avoir des gains de productivité. Et en fait, c'est parce qu'on a une mauvaise compréhension de ce qui s'est passé, donc des transformations, c'est que c'est plus les mêmes secteurs, c'est plus les mêmes emplois, c'est plus les mêmes manières de créer de la valeur. Et donc, ma conviction, ou ce que j'explique dans ce livre du labeur à l'ouvrage, c'est que finalement, un prisme beaucoup plus pertinent pour comprendre le travail et surtout pour en extraire de la valeur, valeur au sens économique et au sens philosophique, c'est de s'éloigner de ce modèle fordiste de définition du travail autour de la standardisation, de la négation de l'individu, du one best way, pour aller à nouveau explorer les valeurs de l'artisanat, l'autonomie, la responsabilité, la créativité, tout ce qui n'est pas le one best way et où l'individu existe en tant qu'individu. Avec ce qu'il laisse de traces de lui-même ou d'elle-même. Alors pourquoi la révolution numérique n'est pas incompatible avec les valeurs de l'artisanat? Il y a plein de raisons. Alors c'est en fait assez compliqué parce que l'histoire de l'informatique, c'est une histoire qui a été d'abord au service du modèle fordiste. Oui, bien sûr. L'origine de l'informatique, c'est en fait de permettre beaucoup plus d'efficacité dans l'organisation scientifique du travail. Donc c'est des machines qui en fait étaient des instruments au service du modèle fordiste. C'est vraiment comme ça que c'est né. D'ailleurs, les grandes banques qui ont mis en place les premiers modèles, les premiers gigantesques ordinateurs d'entreprise, elles avaient une définition du travail et de leur univers qui était complètement imprégné de fordisme à tous les étages et dans toutes les manières de faire. Mais le numérique, c'est pas l'informatique. On parle de l'internet, on parle d'une autre génération qui est celle de ces développeurs qui revendiquent les valeurs de l'artisanat, qui créent des applications avec cette idée qu'en utilisant les données des utilisateurs, on peut itérer en permanence pour améliorer le service ou le produit qui est fabriqué. C'est ce renversement d'une logique de production où on est sur une logique de prototypage avant de prototypage, voire de production en série très courte, en fait, de pièces uniques. Voilà, c'est tout un autre univers, celui des imprimantes 3D, celui des applications sur le cloud, où on a l'idée d'une hyper-personnalisation, et d'une hyper-personnalisation qui n'est pas incompatible avec une très grande échelle. Et donc, en fait, à la base même du modèle numérique, on a quelque chose qui est la fin de ce compromis nécessaire de l'époque fordiste. Le compromis nécessaire de l'époque fordiste, c'était de dire, il faut que tu acceptes la standardisation, en échange de quoi on va pouvoir produire moins cher et servir plus d'utilisateurs, enfin plus de clients en l'occurrence. On pourra fabriquer plus de voitures, mais il faut que tu acceptes qu'elles soient noires. Enfin, voilà, ça sera la même pour tout le monde. C'est cette célèbre citation de Ford, tu peux choisir la couleur que tu veux du moment que c'est noir. Pour la Ford T, et c'est pour ça que la Ford T, c'est un peu l'emblème de ce système. Et évidemment, après, ça s'est affiné avec les années. On a quand même pu avoir plus de diversité, plus de variété dans les couleurs des voitures. Mais en tout cas, il y avait toujours dans le modèle de production cette idée-là, et dans le modèle de consommation aussi, ce compromis. Je renonce à la personnalisation, moi, en tant que consommateur, en échange de quoi j'ai un accès à un bien qui était autrefois un bien de luxe. Et donc le numérique, que tu regardes la fabrication d'un produit qui va pouvoir être plus personnalisé, ou bien que tu regardes une application que tu utilises et dont en fait les données que toi tu génères permettent d'avoir un service qui est très personnalisé, qui une page qui n'est qu'à toi, avec tes recommandations, avec les algorithmes qui te poussent des services, des idées, des recommandations qui ne sont que pour toi. On est dans une logique qui est complètement différente. Ce compromis-là n'est plus nécessaire. Et est-ce que tu penses que justement l'hyper-personnalisation et la liberté apportée par le numérique sont des choses qui correspondent à nos institutions actuelles et qu'elles sont, entre guillemets, adaptées à ce changement de paradigme, que ça soit dans l'éducation, mais aussi au ministère du Travail, dans l'enseignement supérieur, bref, dans toutes les institutions publiques qu'on peut avoir en France? Alors, dans beaucoup de ces institutions sont vraiment le produit de l'époque fordiste, et pour beaucoup, en fait, elles ont vécu elles ont le souvenir de cet âge d'or qui est le milieu du XXe siècle jusqu'aux années 90, et se disent
faut pas qu'on y renonce, c'est ça qui fonctionnait. Et donc, espèce de dilemme de l'innovateur dont parlait Christensen au sein de toutes ces institutions. Et puis, pour beaucoup, comme les choses se sont dégradées, c'est qu'il y a plus de personnes qui vivent moins bien dans ces institutions-là. Il y a tout un tas de gens qui se sentent moins valorisés. Il y a tout un tas de choses qui ne collent plus aux besoins d'aujourd'hui. Et bien, du coup, elles se disent, il faut qu'on aille davantage vers le modèle. Elles se le disent pas, non, pardon. Mais ce qu'elles font, c'est que se disent, il faut retourner vers ce qui marche. Et ce qui marche, c'est les principes de l'organisation scientifique du travail. Et du coup, c'est un peu un paradoxe, c'est à mesure que la révolution numérique permet en fait d'aller davantage vers l'hyper-personnalisation, permettrait à beaucoup de gens d'exister en tant qu'individu, là où avant il fallait le compromis de base, c'était de se dire je renonce à mon individualité en échange de la possibilité d'une démocratisation du service. Eh bien, en fait, on continue d'aller davantage vers la standardisation, vers la négation de l'individu. Et dans c'est vraiment un paradoxe qui est pas complètement facile à expliquer, qui est, je pense qu'on trouve une partie des réponses dans le dilemme de l'innovateur de Clayton Christensen, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à se disrupter soi-même, on n'arrive pas à créer un modèle qui met en péril ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est et son identité. C'est aussi identitaire, je pense. Et puis évidemment, après, il y a une question de mauvaise compréhension de la transition en cours, du fait que beaucoup ne se rendent pas compte justement qu'il existe une différence entre les outils informatiques des années 90 et les applications numériques des années 2020, n'ont pas compris que c'était pas la même chose, n'ont pas compris non plus que cette transition devrait en fait faciliter l'hyperpersonnalisation. Donc je pense qu'il y a un mélange de ça, de culture qui est complètement à côté de ce qui se passe dans le monde numérique, de dilemme de l'innovateur, de sentiment de perte d'identité, de menace sur son identité, qui fait que on se recroqueville sur ce qu'on connaît très bien. Et puis de logique fordiste il faut serrer les boulons, réduire les coûts, couper et donc être encore plus efficient et donc aller encore davantage vers la division des tâches. Ce qui fait que le travail est toujours plus aliénant dans un grand nombre de ces institutions. On en reparlera par la suite parce qu'on reviendra sur ton passage au sein de l'éducation nationale. Donc on va justement reparler de cette division des tâches. Un autre sujet de société que je voulais aborder avec toi et qui a beaucoup changé dans la manière d'être abordé ces dernières années, c'est la question du genre. Parce que tu es une femme, je suis une femme, et on sait qu'aujourd'hui, paradoxalement, il y a une pénurie de femmes dans les métiers techniques, notamment liés au numérique. Et du coup, forcément, ça se répercute dans la direction des grands groupes et dans les cursus scientifiques, alors qu'à l'origine, le monde de l'IT, c'était plutôt un monde qui était féminin d'ailleurs. Donc c'est assez paradoxal. Et je voulais avoir ton prisme sur justement comment tu expliquais cette exclusion des femmes de certaines sphères du travail au regard de l'histoire, vu que tu as le regard historique, et au regard de l'évolution générale du monde du travail. Comment on se retrouve avec aussi peu de femmes dans les filières scientifiques aujourd'hui et aussi peu de femmes à la direction des grands groupes et du coup aussi peu de femmes dans les métiers de demain? Alors c'est vrai que c'est un désastre, ça n'est pas nouveau, c'est qu'en fait toutes les filières ou les secteurs où il y a du pouvoir, les femmes sont très peu représentées et tant qu'il n'y a pas un combat, des lois, des quotas ou bien quelque chose qui à un moment force ou accélère la transformation, ça se passe pas tout seul. Et c'est pareil dans le monde de la finance, c'est pareil dans le monde politique. Avant qu'il y ait des décisions très très fortes qui soient prises et imposées à tous. Ça se passe pas tout seul. Si De Gaulle n'avait pas imposé le droit de vote des féminins, je pense il aurait fallu attendre au moins les années 70 avant que ça passe, parce que au moins, tu es optimiste. Les députés hommes n'auraient pas voté comme ça, voilà. Donc à un moment, voilà, ça se passe pas tout seul, ça se passe jamais tout seul. Et ce qui s'est passé, tu parles en fait d'un mouvement inverse, c'est-à-dire d'un milieu dans lequel il existait des femmes, et ces femmes qui existaient dans le monde de l'informatique, c'était pas des femmes valorisées qui avaient du pouvoir. C'est parce que l'informatique, c'était un truc de tuyaux et de câbles. C'était pas perçu comme extrêmement valorisant.
Mmh. Et c'est pour ça il y a ce très beau film sur les femmes noires de la NASA. Ouais. Et puis il y avait un sous-groupe de ces femmes qui sont devenues des calculatrices vivantes, et donc qui étaient évidemment des grosses têtes, hein, mais qui n'étaient pas du tout enfin elles étaient relativement valorisées parce que je pense que c'était pas les métiers les plus mal payés de l'époque, pas du tout. Mais je veux dire, c'était pas des métiers de pouvoir, c'était pas perçu comme des métiers de pouvoir, c'était un peu comme des super secrétaires en fait. Et d'ailleurs, il y a eu tout ce travail historique maintenant de redonner une reconnaissance à ces femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la NASA et dans l'envoi d'un homme sur la Lune en 69, quoi. Un homme sur la Lune, c'est une femme qui ont envoyé un homme sur la Lune. Bon. Donc en fait, faut pas imaginer voilà un âge d'or dans lequel les femmes auraient eu du pouvoir, de l'influence, etc. C'était pas le cas. C'est parce que c'était dévalorisé, ou c'est parce que c'était pas particulièrement valorisé. C'est plutôt Très comme intéressant. ça qu'il faut le dire. Mmh. Et puis tout d'un coup, c'est devenu plus important. Il y a plusieurs interprétations sur le tournant, le moment du tournant. L'une des interprétations, c'est une interprétation qui passe par l'histoire du marketing et des jeux vidéo, et qui dit que en fait, au début des années 80, il y avait pas mal de femmes dans les filières scientifiques, et surtout dans l'informatique à l'université. C'était au moins 40%, donc pas tout à fait la moitié, mais presque. Donc c'était vraiment très mixte. Et puis à partir du début des années 80, les jeux vidéo ont commencé à prendre de l'ampleur en tant que marché. Et le marketing en a fait un sujet de petits garçons. Et donc les grandes publicités, par exemple les grandes publicités Apple de 1984 montrent un petit garçon qui joue, un petit garçon qui rêve d'être astronaute, etc. Puis une fille qui dans la publicité est montrée comme comprenant rien au clavier et à ce qui se passe sur l'écran. Et petit à petit, c'est une construction en fait, une espèce de construction qui en fait éjecte progressivement les femmes. Alors pas en leur disant c'est interdit de venir, mais en leur disant ce n'est pas un truc féminin, c'est quelque chose, c'est un truc de garçon. Alors t'as le droit de venir, hein, mais c'est un truc de garçon. Et puis on sait bien qu'il y a beaucoup de biais individuels et puis chez les autres, donc qui font que après très vite on est évincé. Et c'est vraiment l'histoire d'une éviction qui s'est faite très vite, puisque en seulement une décennie, entre 84 et vraiment 84, il s'est passé un truc. Hein. C'est pour ça que je parle de cette pub Apple de 1984, parce que c'est là où vraiment tout d'un coup, il y a une espèce de fourche au niveau des chiffres d'étudiantes qui étudient le code et qui sont dans les filières informatiques à l'université. Et début des années 90, donc moins de 10 ans, les chiffres ont complètement chuté extrêmement rapidement. Donc un truc d'image très fort, un truc d'auto-évincement, c'est-à-dire que c'est les filles qui décident de ne pas y aller. Mais ce qui est intéressant dans la fin des années 80, enfin milieu des années 80 et fin des années 80, c'est que du coup c'est un moment de transition, puisqu'il y en avait encore, et il y en a qui décident de quitter. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Il y a eu quelques études qui ont montré que il y a eu des choses quand même assez violentes, c'est-à-dire on leur a fait comprendre qu'elles n'étaient pas à leur place, ou bien il y avait cette idée très vite d'un gap qui est devenu un gouffre, parce que les garçons avaient beaucoup plus utilisé les ordinateurs grâce aux jeux vidéo qui les ciblaient eux et qui ciblaient pas les filles, et que du coup cette espèce de cette différence est devenue un gouffre. Et très vite, elles se sont senties pas du tout à leur place. Et donc, il y en a même beaucoup qui étaient déjà dans ces filières et qui les ont quittées dans ces années-là. Et puis, depuis les années 90, pratiquement pas de progrès. Même ça a plutôt continué à baisser. Donc les chiffres ne bougent pas, ça reste très identifié du point de vue du genre, c'est-à-dire c'est censé être un truc d'homme, et c'est tellement intégré que, alors qu'au moins dans les années 80 on peut pas dire que c'était déjà intégré, mais c'est tellement intégré que on n'y va pas spontanément. On va pas spontanément dans un milieu où on est archi minoritaire, parce que c'est très dur. C'est très dur d'être archi minoritaire. Donc la plupart des gens, voilà, c'est un phénomène d'auto-éviction en fait. C'est une décision qui devient une décision personnelle. Il y a un mais un peu positif qui est le suivant, c'est que en fait dans les opportunités de métiers, de business, etc. autour du numérique, le rôle des études d'informatique est moins important qu'il l'était il y a 20 ans. On peut créer une start-up sans savoir coder ou en ayant des bases pas extraordinaires. Enfin, on n'a pas non plus besoin d'être ingénieur. Il faut pas confondre, la R&D
Et le business, c'est très facile de créer un site, c'est très facile de faire c'est quasi un coût très très bas. On peut monter une plateforme avec pas grand-chose. On n'a pas besoin de savoir coder. Et inversement, dans les métiers informatiques, il y en a beaucoup qui sont en train d'être automatisés, dont la valeur relative baisse un peu. Alors, je dis pas qu'il y en a pas plus besoin, pas du tout. Bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait plus de filles, c'est toujours. Mais finalement, on devrait peut-être arrêter de sacraliser les métiers vraiment purement tech pour se dire qu'en fait la tech appartient à tous. Et puis peut-être que si cette idée-là permet d'avoir plus de femmes, après elles peuvent se mettre à la technique aussi s'il y a besoin en fait, parce que c'est vrai que on garde une stratification dans le monde de la tech qui fait que les ingénieurs sont réputés être au-dessus, surtout dans le monde des startups de la Silicon Valley. Quand on n'est pas ingénieur, on est quand même moins que rien. Même si on fait de la com, si on fait des RH, si on fait du marketing, on est clairement en termes de stratification, on n'est pas au même niveau, quoi. Donc ça, c'est évidemment le grand risque, c'est que du coup, il y a des emplois, mais si ces emplois sont réputés inférieurs, on a des inégalités très fortes qui vont se perpétuer. Donc moi, je parle plutôt de business et de création d'entreprise. Au moins là, il y a un tout petit peu plus d'opportunités. Non, c'est sûr, et t'as raison, il faut pas méconnaître la diversité des métiers dans le numérique. Il y a en effet pas que des métiers techniques, et c'est sûr que si ça permet à de plus en plus de femmes de rentrer dans cette sphère, comme on sait l'importance des rôles modèles pour lutter contre l'autocensure, c'est sûr que ça met en place un cercle vertueux qui est très important, et ce dès le plus jeune âge, quand elles commencent à s'orienter justement dans leurs études supérieures. Et moi, je voulais revenir sur le phénomène inverse, qui est un phénomène, j'ai l'impression, assez récent, mais peut-être que tu vas me détromper. Qui concerne des femmes ultra qualifiées qui ont réussi à parvenir à des postes potentiellement même de direction, et qui décident de tout arrêter pour aller élever leurs enfants. Et les anglo-saxons, ils appellent ça l'opt-out, mais voilà, en français on l'appelle autrement. Enfin, c'est juste le fait de quitter le monde de l'entreprise alors qu'on a, entre guillemets, toutes les clés pour la réussite professionnelle, et le faire de manière volontaire. Donc je voulais savoir si tu avais justement une explication à ce phénomène social, et si c'était lié à autre chose que juste la volonté personnelle d'arrêter de travailler, ce qui est encore une fois tout à fait normal et justifiable, mais c'était pour essayer de décortiquer les potentiels biais liés à cette évolution du monde du travail, justement. Alors c'est une question dont la réponse est très différente selon les pays où on se trouve et selon les cultures. Et c'est pas un hasard si l'opt-out ou l'opting out est un phénomène américain. C'est parce que les États-Unis n'ont pas du tout de système d'accès à des services de la petite enfance universels, accessibles, etc. Donc c'est très cher d'avoir un enfant, c'est très cher de le garder. Rien n'est fait dans le monde du travail, dans l'entreprise, dans toutes les institutions pour permettre aux parents de combiner une vie active et une vie privée. Et c'est considéré toujours comme un sujet individuel et pas du tout comme un sujet sociétal. Et dans la politique américaine, ça devient en ce moment un sujet, avec une génération de femmes en politique comme Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres congresswomen qui commencent à en parler beaucoup plus. Mais jusqu'ici, voilà, ces sujets-là, et notamment, je veux dire, c'est un pays où il n'y a pas ça date seulement de la présidence de Clinton, le congé maternité. C'est-à-dire le fait simplement qu'on ne puisse pas être renvoyé par son employeur, qu'on ne puisse pas être viré parce qu'on est enceinte. Génial, mais on n'est pas payé, on ne reçoit rien. Donc tu dois épargner pour te permettre de t'arrêter de travailler quand tu as un enfant. Et beaucoup évidemment ne s'arrêtent pas. D'autres, en fait, ont des revenus tellement bas, et puis la garde d'enfants est tellement importante que de toute manière, elles s'arrêtent de travailler quand elles ont des enfants. Et donc les taux d'activité aux États-Unis, les taux d'activité féminins sont plus bas qu'en France et que dans la plupart des pays européens, en partie pour cette raison. Et l'opting out est un phénomène qui désigne, tu l'as dit, des femmes plutôt qualifiées qui étaient sur des belles carrières et qui, par exemple, le cliché, c'est la businesswoman diplômée de Harvard qui lâche tout et devient ce que les Américains appellent les alpha moms. Donc c'est ces mères qui mettent toute leur ambition au service de l'éducation des enfants, en les stimulant dès l'âge de 1 mois avec des flashcards pour être sûr qu'ils rentrent dans la bonne école maternelle, pour ensuite être sûr qu'ils sont dans la bonne école primaire,
privée, bien sûr, pour ensuite être pour aller à Harvard, quoi. Donc, avec évidemment une anxiété autour de ça qui est absolument immense, et puis une pression sur la définition de ce que c'est que la maternité qui est si forte que ça ne laisse pas de place pour autre chose. La place, par exemple, de l'allaitement dans la culture américaine, enfin dans la définition de la maternité est centrale. C'est-à-dire qu'on est une très mauvaise mère si on n'allaite pas 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an. Alors la plupart des femmes travaillent, mais du coup elles sont obligées de pomper leur lait. C'est pour ça qu'il y a ces salles de lactation dans beaucoup d'entreprises, parce que elles doivent pomper leur lait pour être voilà. Après, par contre, c'est pas un problème si on mange de la junk food. Mais bon, bref. Donc, par exemple, ça, le rapport à l'allaitement, le rapport au corps, en fait, ça, toute cette pression extrêmement forte, ça pèse sur les mères, ça pèse pas sur les pères. Et donc, ce qui est interprété dans la société américaine comme un choix, évidemment en réalité n'est pas vraiment un choix, c'est une pression extrêmement forte et un abandon en fait qui est un abandon de la société, qui est un abandon du monde du travail, qui n'est pas fait pour permettre le fait de vivre harmonieusement une vie professionnelle et une vie privée. Et cette période de pandémie a été un désastre à cet égard, parce qu'aux États-Unis, c'est plus de 2 millions de femmes avec des carrières, des femmes qui avaient des emplois, qui ont dû quitter cet emploi parce que toutes les écoles sont restées fermées quasiment une année entière. Là, elles commencent à réouvrir maintenant, mais elles commencent tout juste à réouvrir aux États-Unis, dans certains États, dans certains comtés, etc. Mais là, pratiquement pendant une année entière, il n'y avait pas d'école. Enfin, il y avait l'école à distance. Ce qui veut dire que, avec des enfants en bas âge, il y avait des arbitrages qui ont été faits au sein des foyers. Et les arbitrages, ils révèlent des inégalités préexistantes, inégalités face aux charges domestiques, mais aussi inégalités dans la vie professionnelle, qui fait que s'il faut sacrifier une carrière, c'est la carrière de la personne qui gagne le moins. Et qui, dans le foyer, gagne le moins? En général, c'est une femme. Et donc, on sacrifie cette carrière-là. Et pour que monsieur puisse télétravailler dans cette pièce à part, tranquillement, sans être dérangé par les enfants, mais il faut que l'autre personne du foyer, alors on parle de foyer avec un couple hétéro, bien sûr, mais c'est une grande partie de ces femmes-là dont je parle, eh bien, du coup, soit elles se sont mises à mi-temps, soit elles ont dû quitter leur emploi, quitter leur carrière, et évidemment, cet arrêt va se répercuter sur le long terme, parce que la carrière, quand elle est ralentie, les possibilités, les perspectives d'évolution ne sont plus les mêmes. Les revenus cumulés, très vite, ça devient un gouffre, en fait, les inégalités. Et du coup, quand, au moment où elles quittent leur carrière, la différence de revenus entre les hommes et les femmes n'est que, entre guillemets, de 15%, ou mettons même 12% sur des très belles carrières, eh bien, au moment de l'arrivée à la retraite, quand on met tout bout à bout, ça devient 35-40% d'écart entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les écarts à la fin d'une carrière et pas au début, parce que tous ces choix qu'on pense être des choix individuels, en fait, ils sont structurés par tout un tas d'infrastructures ou de superstructures culturelles, puis de services publics, et ces choix-là, en fait, sont rarement faits librement. Donc ça, c'est les États-Unis. Et on en parle un peu à propos de la France, mais en France, les femmes s'arrêtent très rarement de travailler complètement. D'abord, même le temps partiel, en fait, est beaucoup moins important en France que, par exemple, chez les Britanniques ou chez les Allemandes ou chez les Américaines. En France, c'est moins d'un tiers des femmes qui travaillent à temps partiel. C'est évidemment beaucoup, puisque les temps partiels sont occupés à plus de 80% par des femmes, donc c'est quand même un truc de femme. Mais plus des 2 tiers des femmes ne travaillent pas à temps partiel, travaillent à temps plein. Ça, c'est quand même une grosse différence. Et donc, c'est plus intéressant de regarder ça que de regarder le taux d'activité. C'est plus intéressant de regarder, en fait, le nombre de femmes qui travaillent à temps plein. Et ça, en France, beaucoup plus de femmes travaillent à temps plein. C'est pas très valorisé pour une femme de ne pas travailler. Donc il y en a, bien sûr, il y a des femmes diplômées qui s'arrêtent complètement quand elles ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mais ça reste une petite minorité, une minorité qui est relativement peu valorisée dans notre culture, dans nos médias, dans nos productions culturelles. C'est pas un grand sujet. Il n'y a pas beaucoup de romans, de films qui ont pour personnage principal une femme qui s'est arrêtée de travailler.
voilà, c'est pas un archétype central dans la culture française et c'est pas extrêmement valorisé. Donc, en fait, ces femmes, et c'est ce qu'explique Céline Alix, je pense que tu fais référence au livre Merci mais non merci de Céline Alix, à propos duquel j'ai écrit plusieurs articles récemment, parce que le livre est vraiment bien fichu et il parle justement d'autre chose que du phénomène américain. Il parle de ces femmes qui, à l'inverse de leurs sœurs américaines, en fait, quittent des carrières, oui, mais pour faire autre chose différemment. Soit pour travailler dans d'autres types de structures où la culture du présentéisme n'est pas aussi importante et où elles peuvent beaucoup mieux cumuler toutes leurs charges diverses, avoir le sentiment d'être plus efficaces au travail, des cultures où il y a moins de surveillance, moins de jeux politiques, des structures dans lesquelles il y a plus de femmes et où elles se sentent plus en confiance au travail. Ou alors pour créer leur entreprise. Et là, il y a vraiment des évolutions très importantes au cours des 20-30 dernières années. C'est-à-dire que la part des entreprises nouvelles créées par des femmes ne cesse d'augmenter. Avant, il y avait peu de femmes entrepreneurs. Alors, quand je dis entrepreneurs, c'est pas que dans la tech, hein. Du coup, c'est toutes sortes d'entreprises, quelles qu'elles soient, entreprises de services, entreprises petit commerce, etc. Donc, la part des femmes a beaucoup augmenté. Donc, il y a beaucoup plus de femmes qui créent leur propre entreprise. Et puis, idem, dans le monde des freelances, on a beaucoup plus de femmes qui, parfois, quand c'est ces femmes qui ont des belles carrières, qui faisaient, j'en sais rien, moi, de la compta, du droit, etc., elles gardent leur carnet d'adresses, elles gardent les contacts qu'elles ont développés pendant leurs années en tant que salariées dans des grands groupes, des cabinets d'avocats, etc., mais elles se mettent à leur compte et continuent à travailler pour ces entreprises qui deviennent leurs clients au lieu d'être leurs employeurs. Et ça change en fait beaucoup de choses. Déjà, elles sont patronnes, elles sont leurs propres patronnes. Donc, elles ne subissent plus, par exemple, cette culture du présentéisme où il s'agit de se prendre des vannes parce qu'on part à 18h pour chercher son enfant à la crèche. Ah, tu prends ta journée. Donc là, ça, ce truc très français, ça, elles n'en peuvent plus. Et c'est plus dur pour une femme que pour un homme. Bien sûr qu'il y a des hommes qui aiment pas ça non plus, mais c'est plus dur pour une femme que pour un homme parce que, en majorité, elles vont plus chercher les enfants à la crèche. Voilà. On peut le dire cash comme ça, des moments. Oui, les hommes tout de suite ils se sentent exclus. Mais non. Donc voilà. Donc Céline Alix explique que voilà, c'est des structures différentes. Ça va être du freelancing, une entreprise qu'on crée, une coopérative, des formes aussi de gouvernance différentes. Non, mais c'est assez passionnant parce que du coup, j'imagine qu'il y a aussi la notion de sens qui émerge pour ces femmes et ça fait le lien avec ma question d'après parce que le sens dans le travail, c'est quelque chose qui t'a touché personnellement et surtout sur lequel tu écris et tu réfléchis parce que tu le disais, donc tu as enseigné l'anglais pendant 9 ans en classe préparatoire et après tu es passé dans le monde des ressources humaines avant de lancer ta propre activité de contenu. Et je voulais revenir avec toi, notamment parce que tu es aussi diplômée d'HEC, donc une école de commerce qui ne correspond pas à tous les profils, et que tu as vite manqué de sens dans le début de ta carrière professionnelle quand tu étais commerciale dans l'IT. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as tout lâché et que tu es revenue là où tu te sentais bien dans une salle de classe. Du coup, je voulais voir qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette notion de sens au travail, surtout maintenant, post-pandémie, où les gens ont eu énormément de temps pour réfléchir sur justement leurs pratiques et la possibilité qu'offrait le numérique et le digital pour redonner du sens à leur activité. Parce qu'on sait que, par exemple, en 2021, j'avais noté un chiffre, il y a 86% des personnes qui se reconvertissent pour trouver du sens. C'est les chiffres Centre Info. Alors, je pense que derrière cette question du sens, il y a plusieurs sujets en fait, et que il faut pas en faire quelque chose d'uniquement philosophique ou comme si ça avait toujours été le cas. C'est là aussi le fait qu'on en parle tellement plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Cela révèle un tas d'éléments de cette transition qu'on est en train de vivre. Et l'une des choses, c'est que l'organisation du travail qu'on a hérité du Fordisme, donc avec la division des tâches, la subordination, voilà, le côté un peu répétitif, et puis en plus le fait d'être aliéné au niveau de son temps, hein, on est présent de telle heure à telle heure, comme quand on était devant une chaîne d'assemblage. Et quand on était devant une chaîne d'assemblage, c'était logique d'avoir des shifts avec des horaires, parce que on suivait la machine elle tournait, et puis on travaillait avec cette machine. Donc c'était, je veux dire, on remettait pas en question le temps de travail, on se battait pour travailler moins d'heures, mais
c'était pas la même question qui se posait. Donc on a répliqué ça, le rapport au temps, le rapport à l'espace. On a répliqué beaucoup des éléments de l'organisation où il y a beaucoup de managers, des gens qui décident, des gens qui décident pas. Des tâches qui sont très définies, très segmentées, très fragmentées, etc. En gros, des boulots chiants, quoi. Enfin, faut le dire, des boulots aliénants. Beaucoup de boulots sont chiants. Et le problème de ces boulots-là, c'est que avant, d'abord, on comprenait la raison de cette organisation, puisqu'elle collait à un modèle de production qui était un compromis, qui avait des contreparties. Or, aujourd'hui, ces contreparties, on les voit un peu moins. On les voit beaucoup moins, même. On se dit, mais c'est idiot, c'est absurde. Pourquoi cette organisation-là, alors qu'on pourrait faire autrement? En tant qu'utilisateur d'applications, on voit comment les choses peuvent fonctionner autrement. On se dit, mais qu'est-ce que c'est absurde? Donc, ce sentiment de l'absurde, de quelque chose qui ne colle pas à des besoins d'aujourd'hui, et sachant qu'on pourrait produire justement de manière plus artisanale. Donc ça, c'est une des choses. En gros, on a conservé l'aliénation caractéristique de l'organisation scientifique du travail, mais on a perdu des contreparties. Et du coup, perte de sens, quoi. Perte de sens évident. Pourquoi garder l'aliénation? Et donc, ces questionnements autour de l'aliénation, du bullshit, des bullshit jobs, etc., il vient en grande partie de là. Une autre raison, c'est qu'il y a des grands sujets qui ont émergé, comme la question de l'environnement, la question de la destruction de nos ressources naturelles, du réchauffement climatique, des menaces diverses et variées, dont on voit, ne serait-ce qu'en période de pandémie, avec le risque viral accru, dont on dit qu'il est lié justement à la question de l'environnement. Enfin, tout ça. Ça introduit cette idée en nous que dans beaucoup de systèmes de production, beaucoup de nos manières de faire, en fait, sont un système de production qui est destructeur, qui est toxique. Et tout d'un coup, il y a un désalignement, alors qu'avant, ça faisait partie du package de contrepartie. Ce que tu faisais du bien à l'économie. Tu sais, tu as cette phrase, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Ouais. Mais c'est très profond parce qu'en fait, ça fait partie du package. C'est de dire, en fait, oui, ce que tu fais, c'est quand même bien. Tu fais tourner les machines, tu fais tourner l'économie, tu crées de la richesse. Cette richesse, elle est partagée. Il y a un alignement dedans. Et même si ton boulot est chiant, il était chiant aussi, hein. C'est pas comme si le boulot était passionnant en 1955. Mais il y a cet alignement. Et cet alignement, on l'a perdu. Donc, du coup, il y a une espèce de nouvelle question qui se crée. Et puis, s'ajoute à ça, enfin, je dirais peut-être la troisième question, c'est une perte de collectif aussi. Parce que l'époque fordiste, c'était celle d'institutions collectives qui se battaient pour toi, qui te donnaient un sens d'identité. Par exemple, ton appartenance syndicale, la négociation qui était faite en ton nom et qui faisait que tu avais plus de richesse demain et qu'on se battait pour toi, puis qui te donnait une identité aussi. Et là, tout d'un coup, on se dit, puisqu'il n'y a plus de ce que j'appelle le contrat de labeur vertueux, eh bien maintenant, c'est à chacun de se débrouiller, chacun pour sa pomme. Puis du coup, c'est ton sens, il n'est que pour toi, hein, c'est toi individu, tu dois tout. Et puis alors cette espèce de pression énorme, de fardeau, de vas-y trouve le sens. En plus on dit trouver le sens. C'est impossible, ça se trouve pas, ça n'existe pas. Le sens il n'existe pas quelque part et il faut partir à la recherche pour le trouver. Ça n'existe pas. Donc tout le monde est mal, tout le monde est mal. Vraiment l'essentiel des gens soit se sentent en manque de quelque chose. Alors, il y a d'abord une grande partie des gens qui n'ont pas assez au sens de partage de richesse. Ça, c'est les inégalités qui explosent. Donc, c'est des gens qui vivent de manière précaire, qui savent pas de quoi demain est fait, qui ont tous les aspects aliénants du travail, mais aucune des contreparties, pas d'accès au logement, etc., etc. Puis après, il y en a qui, du point de vue matériel, s'en sortent bien, mais ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien, voire est toxique, qui font semblant. Ils ont l'impression de faire en permanence semblant dans leur travail. Qu'il y a des espèces des jeux politiques à faire en permanence, mais on n'y croit pas, on ne croit à rien, une espèce de cynisme généralisé. Et puis en plus de ça, il faut qu'on trouve du sens là où avant on l'avait autrement, c'est-à-dire par exemple par une pratique religieuse. La pratique religieuse, elle a disparu de nos vies, et c'est vraiment un phénomène massif. Bien sûr qu'il existe encore des gens croyants, mais du point de vue des statistiques et de l'agrégat, c'est très peu de gens. C'est vraiment mais c'est une baisse extraordinaire en fait. Et ça explique pourquoi on est tellement obsédé par la question des rituels au travail, le collectif au travail, on met tout sur le travail en fait. On met tout dessus et c'est beaucoup trop parce qu'évidemment on peut pas tout trouver là-dedans. Donc on est tous malheureux.
Oui, mais c'est un vrai constat parce que toi, tu as résolu, entre guillemets, ta quête de sens en te tournant vers l'enseignement. Moi, j'ai fait pareil, donc je sais bien ce dont il s'agit. Mais justement, en fait, ça ne répond pas à la question, notamment parce que le monde de l'enseignement, c'est quand même quelque chose de particulier, notamment en termes de gestion des ressources humaines et de valorisation du métier d'enseignant. Et je trouvais intéressant d'en parler avec toi parce que toi, tu as fait quelque chose après. Moi aussi, j'ai fait quelque chose après. Il y a énormément d'enseignants qui font quelque chose après, qui souvent montent des boîtes d'ailleurs, en partie dans le numérique. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur le paradoxe de l'éducation nationale, qui est à la fois le premier employeur de France, de très loin, et qui pourtant a aujourd'hui de grosses difficultés à recruter, alors que le métier d'enseignant reste un métier de sens. Donc, c'est pas forcément là où le bas blesse. Mais justement, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe du premier employeur de France qui pourtant ne capte pas les talents qu'il devrait capter? C'est le grand drame de l'enseignement parce qu'en fait, en réalité, quand on interroge les inspirations profondes, il y a tellement de gens qui rêveraient d'enseigner. Dans tous ces gens qui s'inventent des nouveaux métiers où ils accompagnent les autres. Le verbe accompagner, hein, c'est dans énormément de consultants Oui. accompagnent, hein, surtout dans les néo-consultants qui créent leur boîte, les freelances, etc. Le verbe accompagner. Ensuite, tu as le verbe coacher. Ensuite, tu as inspirer, créer des parcours, des learning expeditions. Combien il y a de boîtes qui font des learning expeditions? Franchement, mais c'est la folie. Il y en a vraiment beaucoup. Hein, donc tous ces nouveaux consultants, parce que tout le monde est consultant dans les gens reconvertis qui étaient cadres en entreprise, la plupart deviennent consultants et prennent cette étiquette-là. Et ben en fait, quand tu décortiques les mots utilisés, les aspirations, et puis voilà la manière dont eux ils vont chercher du sens, et ben il y a des tas d'éléments d'enseignement. Et en fait, on se dit qu'on passe à côté d'un truc incroyable qui est que quel drame que ce qui est un métier qui pourrait être le plus attirant ne l'est pas. Alors pourquoi il ne l'est pas? Il ne l'est pas parce que on l'a dit, on a gardé des éléments de l'organisation fordiste et on l'a même amplifié face à une relative dégradation de conditions ou désalignement de tout un tas de choses qui ne collent plus. Et ben on fait encore plus de fordisme. Donc on a beaucoup enlevé d'autonomie aux enseignants. Il y avait cette logique de programme qu'on impose, de manière de faire qui est imposée d'en haut. C'est beaucoup plus fort qu'autrefois. Il y a aussi cette idée du contrôle, en fait, du contrôle même physique des profs. Il y a une espèce de logique de suspicion, de a priori, c'est des sangsues qui profitent du système et qui foutent rien. Donc on va les surveiller encore un peu plus. Et quelque part, cette idée d'absence de confiance, elle est très forte et elle participe de cette dévalorisation croissante du métier. Et puis dans les nouveaux entrants, il y en a plein qui travaillent sur 2, sur 3 établissements dans des conditions de travail qui sont en fait horribles. C'est-à-dire ils ont beaucoup de temps de trajet, ils ont plein de niveaux, ils ont beaucoup de préparation pour une paye qui, en valeur relative, s'est beaucoup dégradée au cours des 30 dernières années. Donc, l'argent est le reflet d'une valorisation, enfin d'une non-valorisation du métier. Donc, des conditions de travail très aliénantes, une surveillance, une manque de conscience, une dévalorisation. Et voilà, l'argent, on est la partie la plus évidente et la plus visible et puis symbolique en fait aussi de tout ça. Et donc, bien que le fait d'enseigner en tant que tel pourrait avoir du sens, mais si on te fait travailler dans des conditions qui te privent de toute possibilité d'avoir ces gratifications-là, du coup, c'est pas du tout attractif. Il n'y a aucune liberté. Tu choisis pas ton établissement. Tu choisis pas où tu vas. Voilà, il n'y a pas du tout. Alors que ce serait technologiquement tout à fait possible d'avoir une organisation. Alors le mot ressources humaines n'existe même pas dans l'éducation, dans l'éducation nationale, mais d'avoir une organisation des gens qui soit beaucoup plus souple et beaucoup plus individualisée, personnalisée et pleine de respect. Mais c'est pas du tout comme ça que le système fonctionne. Et du coup, pour toi, le numérique, justement, qui a d'autant plus infusé le monde des enseignants suite à 2020, comment ça permet de mettre en avant les singularités des personnes et leur parcours individuel contre peut-être justement cette institution qui est énorme, c'est un mastodonte, l'éducation nationale. Donc, quel est le rôle du numérique pour recréer un peu de liberté pour ces enseignants, en fait? Est-ce que tu as une opinion là-dessus?
Alors, tu parles au niveau individuel, Ouais, au niveau individuel. ouais. Pour les individus enseignants, alors il y en a pas tant que ça en fait qui utilisent le numérique pour, en gros, briller par eux-mêmes, parce que beaucoup finalement sont au service de leur mission de service public et s'effacent derrière l'institution, et donc ils subissent ils subissent ce système en tant que en tant que petits soldats maltraités, et se sentent de plus en plus maltraités. Et donc c'est une petite minorité qui, par exemple, mais c'était celle qui pouvait, par exemple, déjà écrire des livres, publier, voilà. Donc c'était une petite minorité qui a un tout petit peu grossi, qui sont des gens qui vont avoir une chaîne YouTube, utiliser le numérique pour leurs propres séquences pédagogiques, mais du coup ils existent aussi en tant qu'individus, parce qu'une fois qu'on a créé des cours extraordinaires, bah, pourquoi pas les mettre à disposition de tous sur YouTube, et du coup on existe par soi-même, etc. Donc mais vraiment c'est une petite minorité de profs qui, entre guillemets, se starifient. Il y en a quelques-uns comme ça qui voilà, ça va être un super blog, une super chaîne YouTube, quelqu'un qui publie dans des médias ou autres, qui du coup a une existence en tant qu'individu, en tant que personne, ce qui permet de trouver une valorisation qui est perdue par ailleurs, et même, c'est mon intuition, j'en ai pas la preuve, probablement aussi un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis de l'institution. C'est que l'institution a beau faire comme s'il savait pas, quand on publie des livres, etc., c'est tout d'un coup, on est plus valorisé, et peut-être qu'on a un meilleur pouvoir de négociation. Et puis surtout, moi, ma conviction, c'est que les enseignants qui utilisent le numérique pour avoir une existence, une valorisation individuelle et faire de la création individuelle hors des circuits balisés, ça leur donne le pouvoir après éventuellement de se reconvertir ou d'avoir une activité annexe, d'avoir d'autres, de pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et donc, parmi ceux-là, je pense que voilà, il y a des gens comme nous qui, du coup, font autre chose après. Mais quand tu regardes le turnover de l'éducation nationale, c'est très faible. Et la plupart des gens, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas ou ne voudraient pas se reconvertir et faire autre chose, c'est parce qu'ils ont l'impression de n'avoir nulle part où aller, et que leurs compétences ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont acquis, n'est valorisé par aucun employeur. Et puis cette idée, je ne sais rien faire. Qui voudra de moi? Je ne sais rien faire, je ne sais rien faire d'autre. Et donc, tu as toutes ces petites souris enfermées dans leur cage qui se disent, mais de toute façon, j'ai nulle part où aller. Et voilà. C'est pas vrai, parce bien que sûr, non, mais... t'as réfléchi, toi, beaucoup sur les compétences d'un enseignant, et de manière générale, à ce que ça veut dire qu'une compétence, que tout le monde parle toujours de monter en compétences, de upskilling, de reskilling, c'est les termes actuels. Est-ce que tu peux nous donner rapidement 2-3 compétences qui, pour toi, en tant que prof, sont utilisables dans le monde des startups, que tu connais d'ailleurs très bien, donc c'est intéressant de voir la porosité, et aussi nous faire un petit point sur le rapport à l'argent, parce que c'est quelque chose dont on parle pas assez et qui est quand même un facteur de valorisation des métiers. Et c'est vrai que dans les startups, parfois, on oublie de parler d'argent, parce que c'est quelque chose qui est très présent avec les levées de fonds, etc. Mais on oublie tout cet aspect. D'ailleurs, c'est quelque chose sans doute de très français. Donc voilà. Donc si tu peux nous faire un rapide focus compétences et argent, je vais commencer par l'argent du coup, parce que s'il y a bien un milieu dans lequel on ne parle pas d'argent du tout, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est dans les salles des professeurs. On ne parle pas d'argent. C'est un énorme tabou. On n'en parle pas. À part pour dire, j'ai fait un jury il y a 6 mois, j'ai toujours pas été payé. mais sinon, c'est cette espèce de système où en fait on a très très peu de pouvoir. On en parle de manière très indirecte. C'est quand un professeur tente par tous les moyens d'obtenir une nouvelle inspection. C'est en réalité pour pouvoir monter en grade, pour avoir une accélération de la montée en grade qui, en fait, s'accompagne d'une augmentation. Ou quand d'autres qui sont certifiés, c'est-à-dire qu'ils ont passé le concours du CAPES
et s'évertuent à passer le concours de l'agrégation en interne parce que ils auront moins d'heures et plus d'argent. Mais ça, on ne le dit pas, on ne le dit jamais, jamais. Et puis en plus, un milieu qui culturellement a fait de l'argent un énorme tabou. Donc l'argent, de toute façon, on fait pas ça pour l'argent. Et c'est un des grands problèmes. Alors si je peux mettre le blâme sur les enseignants eux-mêmes, c'est vrai que ça n'a pas été un grand combat des enseignants. Et je pense qu'une des raisons, c'est aussi c'est à la fois la poule et l'œuf, c'est la féminisation du métier d'enseignant qui fait que, en fait, structurellement, ça s'est appuyé sur la notion de salaire d'appoint. C'est-à-dire que c'est des personnes, femmes, parfois hommes, qui ont des conjoints ou des familles soit ils ont hérité de l'argent, donc l'argent n'est pas un sujet. Donc il y a pas mal de gens comme ça éduqués de milieux plutôt favorisés qui font l'enseignement par plaisir puis qui ont de l'argent de famille, ou bien qui ont un conjoint qui est cadre, etc., qui gagne bien sa vie. Donc c'est le salaire de complément, quoi. C'est le salaire d'appoint. Ça n'a pas d'importance, ça n'est pas un sujet. Et du coup, ça a paupérisé l'ensemble de la profession. Ça a contribué à sa dévalorisation parce que les syndicats ne se sont pas battus sur ça, sur l'argent, sur la valorisation et surtout en oubliant complètement cette idée de salaire d'appoint. Et donc, ça a été un cercle vicieux. C'est plus ça s'est féminisé, plus on avait du salaire d'appoint, moins il y avait besoin de les payer, plus ça s'est féminisé, etc., etc. Donc oui, donc très 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 grand sujet. Et malheureusement là il y a du chemin parce que beaucoup justement ils font ça tellement par vocation, ils ont tellement compris que c'était pas une carrière où on allait gagner d'argent qu'ils en parlent pas du tout. Et puis c'est pas vraiment un combat, c'est pas un sujet. Quelques-uns qui oseront en parler, mais très très peu. Et vraiment c'est un grand regret que j'ai parce que c'est une partie du problème. Alors, s'ajoute à ça parfois aussi des milieux où on a des très anti-capitalistes, anti-argent, anti-ceci, donc on n'en parle pas, quoi. Et puis il y a quelque chose de noble qui est le service aux autres, et puis l'argent, il faut bien vivre, mais on n'a quand même pas besoin d'en gagner beaucoup. Donc après, le milieu des startups, c'est quand même différent parce que pour le coup, si on en parle. Ouais, mais on en parle de manière très cadrée, tu vois. Je trouve que c'est un rapport qui est aussi assez américain et qui est pas forcément. On n'a pas forcément l'habitude en fait, et je trouve qu'on commence à en parler, mais c'était pas forcément dans l'ADN des startups françaises. Du coup, je voulais savoir ta vision justement sur l'argent et le monde des startups. Alors de toute façon, le tabou par rapport à l'argent est beaucoup plus fort en France que même en Angleterre où j'ai habité pendant des années et où on en parle beaucoup plus. Mais les startups, comme tu dis, elles s'inscrivent dans un cadre, dans un modèle de financement qui est le rôle du capital risque, les levées de fonds qu'on médiatise. Donc du coup, tout d'un coup, les startups, elles sont associées à une somme d'argent et ça force un peu à en parler quand même parce que ce modèle à l'américaine, finalement, qui en parle quand même. Alors, avec des extrêmes qui ont que du coup ta valeur elle est liée à combien t'as levé. Or, on sait qu'il y a tellement de biais et que que c'est certains types d'entreprises qui lèvent plus facilement d'autres et ça n'a pas grand-chose à voir avec la valeur ou l'espérance de gain futur d'une entreprise ou même son espérance ses chances de succès. Mais du coup, je trouve qu'on en parle quand même et c'est le côté un peu vertueux n'est pas le bon mot, mais c'est un des côtés positifs de cette importation d'un modèle à l'américaine qui fait que, au moins par le biais des levées de fonds, on en parle un petit peu. Non, très intéressant ce que tu ajoutes sur ça. Et du coup, pour les compétences, justement, est-ce que tu vois des liens entre compétences enseignants et monde de l'entreprise, monde des startups? Est-ce que tu vois des porosités entre ces deux univers-là? Alors, pour ce qui est des compétences et du travail qui est fait, en fait, il y en a énormément. Mais on l'a dit à propos de l'argent, finalement, c'est un gouffre culturel. C'est cette impression de pas du tout faire partie de cet univers-là, de pas oser parler d'argent, de pas non plus vouloir parler de business. Et donc, quand il y a ce gouffre culturel, anticapitaliste, etc., c'est très difficile pour des raisons culturelles, mais pas pour des raisons de compétences, en fait. Et donc, si on met à part ce gouffre culturel qui concerne pas évidemment l'ensemble des enseignants, les compétences, elles, en fait, sont très nombreuses et très transférables dans beaucoup de métiers, puisque de toute façon, finalement, dans beaucoup de
voilà, quelqu'un qui sort d'école de commerce, c'est comme un enseignant, on ne sait rien faire non plus. Parfois, il sait même moins faire. Par contre, il a aucun problème pour aller postuler et puis faire des choses qui sont diverses et variées. Donc, que fait un enseignant? Il gère, il crée des cours, il crée des séquences pédagogiques. Donc, ce sont alors le mot contenu, un peu fourre-tout, des contenus à étages, à tiroirs, c'est des constructions, parfois c'est des châteaux entiers qui sont construits, hein, donc c'est en termes de travail créatif, c'est très riche, et puis de travail de recherche sur un sujet, de recherche qu'on peut retrouver dans tout un tas de cabinets qui font des études de marché, de la recherche, de la prospective, etc. Donc il y a toute cette partie vraiment intellectuelle. Il y a le fait de gérer un projet dans sa globalité. Beaucoup d'enseignants en fait sont des vrais entrepreneurs. C'est vrai. Tout seuls, ils montent, ils mettent ensemble tout un tas de choses, ils vont aller voir l'intendance pour aller demander ceci, cela. Par exemple, rien que monter un voyage, en fait, c'est un travail de fou. De dingue, mais vraiment incroyable. Moi, je l'ai jamais fait personnellement. J'ai accompagné c'était toujours des collègues qui le faisaient parce que moi... Parce que c'est tellement, en plus, c'est tellement des formulaires bureaucratiques, etc. C'est tellement complexe. Et donc, il n'y a pas d'argent. Donc, et puis, il faut obtenir des autorisations. On a toute la responsabilité, mais aucune gratification. Enfin, c'est un truc horrible. Mais en termes de compétences, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment des projets complexes qui sont montés avec des ressources extrêmement limitées. Donc, si tu veux monter une boîte, que t'as pas beaucoup d'argent et que tu voudrais être économe, embauche un prof, hein, et capable de te faire des trucs incroyables avec pas d'argent. C'est pareil pour créer des contenus, etc. Tu veux quelqu'un qui est capable de te monter des choses incroyables avec pas d'argent, embauche un prof. Donc ça c'est le côté assez entrepreneurial, de monter des choses, de gérer de faire de la gestion de projet. Et puis après, et c'est peut-être plus subtil, c'est que dans la relation aux élèves, en fait, on a tendance à voir ça comme un truc très vertical de transmission de savoir. En fait, c'est pas du tout. Ça, c'est une vision très ancienne de l'enseignement. Très top-down. Un bon enseignant, c'est créer des relations horizontales, en fait, de l'apprentissage entre pairs, c'est créer une communauté. Or, toutes les entreprises n'ont que le mot communauté à la bouche. Comment est-ce que je crée une communauté? Comment est-ce que j'engage les gens? Et comment est-ce que un community manager, c'est réservé au sens de réseaux sociaux, mais en réalité, la logique de communauté, c'est une logique très très forte dans le métier d'enseignant, parce que une classe, c'est ça. Et une classe, c'est des gens qui n'ont pas choisi d'être ensemble et dans lesquels on crée de la magie. Et donc ça se retrouve dans en fait des compétences managériales, en fait, même si un prof ne manage pas ses élèves, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en fait, quand on regarde de manière plus granulaire des compétences d'un manager et les compétences d'un enseignant justement qui sait créer cette magie-là, il y a une belle intersection. C'est-à-dire que c'est finalement profondément, c'est quand même les mêmes compétences. Bien sûr. Non, c'est assez passionnant parce qu'en plus, l'enjeu actuel est quand même sur le management et son évolution. Et ma dernière question, d'ailleurs, porte sur la workforce de demain, parce qu'on parle beaucoup des millennials. Donc, ça, c'est le premier aspect qui va être donc la workforce de demain, mais aussi toutes les personnes qui ont plus de 50 ans et qui sont aussi la workforce de demain pour encore 10 ans, 10, 15 ans. Et du coup, je voulais savoir un petit peu ta perspective sur ça. C'est quoi la masse salariale de demain et à quel point il y a des différences nécessaires de management entre les deux, parce que ça a énormément évolué. Donc, oui, il y a plusieurs questions dans ta question, mais je vais commencer par répondre avec une réponse de pyramide des âges, qui est que c'est une erreur fondamentale de dire que les millennials sont la workforce de demain. Bien sûr. Parce qu'en fait, en termes de classe d'âge, dans la pyramide, c'est la classe la moins nombreuse. Et donc, si on avait que les millennials demain au travail, on n'aurait vraiment pas assez de monde au travail. Et c'est un des problèmes qu'on retrouve dans la société japonaise, qui n'a pas fait suffisamment travailler les femmes. C'est là où il y a un levier de renouveau important pour l'économie japonaise, et qui se rendent bien compte qu'il n'y a pas assez de monde. Les Chinois vont être face au même problème, il n'y a pas assez de monde. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà, même si c'est très tabou, parce que on pourra en parler plus en détail, mais c'est qu'on travaille plus longtemps, on travaille nettement plus longtemps,
on va avoir beaucoup plus de différentes classes d'âge au travail, puisqu'on vit plus longtemps, malgré la pandémie qui nous a fait perdre 6 mois d'espérance de vie en moyenne, ce qui est quand même énorme. Malgré ça, depuis 2 siècles, on a gagné entre 2 et 3 ans tous les 10 ans. Donc, bon. Il faut pas trop de pandémie quand même, sinon on va perdre. Il faut pas trop de pandémie, mais 6 mois par rapport à, voilà, rien que nos parents, au moment où ils ont commencé leur vie, enfin, l'écart d'espérance de vie est de 15 à 20 ans, quoi. Largement, voire plus. Donc, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, on a des vies très longues, des carrières qui vont être beaucoup plus longues, des carrières qui seront beaucoup plus hachées, et donc des entreprises, si on se projette à plus long terme, où on aura par nécessité des classes d'âge différentes qui parfois font le même travail. Donc, des personnes de classes d'âge différentes qui font le même travail. Et ça questionne beaucoup cette vision très linéaire de la carrière et cette vision aussi linéaire du management où en gros, plus tu montes en âge, plus tu montes en responsabilité managériale, plus tu commandes les autres qui sont plus jeunes. Ce qui posait déjà un problème dans un monde élitiste français où quand tu es diplômé d'une grande école, tu vas quand même être tout de suite propulsé manager et tu vas manager des gens plus vieux et les gens plus vieux ils ont les boules parce qu'ils détestent le petit jeune qui arrive d'HEC là et qui est plus jeune qu'eux et qui les commande et ils le vivent mal parce que le monde dans lequel ils ont créé leur vie professionnelle est un monde hyper linéaire où plus on est vieux, plus on a du pouvoir, plus on a d'argent, plus on a des responsabilités managériales et donc c'est la honte en fait d'être managé par quelqu'un de plus vieux. Mais ça, cette vision là elle est intenable à échéance de quelques années. Il suffit pour ça de regarder la pyramide des âges. Ça n'est pas tenable. Notre économie ne pourra pas fonctionner. Nos services, tous les emplois pour lesquels on cherche à recruter, ça ne pourra pas marcher si on s'en tient à je veux recruter un millénial et puis ensuite j'ai que des choses bien linéaires. Et d'ailleurs, il y a énormément de startups RH, comme on dit, qui se positionnent sur ce créneau du recrutement et de la montée en compétences, justement parce que la force de travail change de fait de par la démographie et la courbe des âges. Donc c'est sûr que c'est assez passionnant et on n'est pas le Japon, mais en tout cas c'est un sujet dont il faut. L'âge médian est quand même 42-43 ans. Ça veut dire que la moitié des gens ont plus de 43 ans et c'est l'âge à partir duquel on te qualifie déjà de senior. Donc c'est quand même un peu absurde. C'est que t'es senior, mais en fait la moitié des gens, la moitié de la population est comme toi. Dans quelques années, c'est plus de la moitié des gens qui vont être seniors. À ce moment-là, ça veut plus rien dire, senior. Parce que normalement, c'est quand même par rapport à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, et d'où l'enjeu sur la formation en compétences numériques pour pas que la fracture ne se creuse de par l'avancée en âge. J'avais une dernière fracture, je suis obligée d'intervenir là-dessus. Interviens. La fracture, une fracture qui serait strictement générationnelle en matière de numérique, c'est complètement faux. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas qu'il existe effectivement des fractures. C'est à des gens qui sont moins connectés que d'autres, qui sont moins équipés, moins outillés, tout simplement aussi moins éduqués. Mais c'est pas seulement la question des outils numériques, mais ça n'est pas du tout strictement un sujet d'âge. En fait, c'est un sujet de réseau. C'est plus on est déconnecté. Donc, parmi les gens déconnectés, évidemment, il y a des vieux, mais t'as beaucoup de vieux qui sont très, 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 très connectés. Et puis, c'est eux qui ont tout créé. Hein. Donc, quelqu'un qui a 60 ans, par exemple, c'est pile la génération des gens qui ont créé. À quel âge a Bill Gates? C'est vrai. T'as raison, et en plus sur le territoire français, il y a aussi cette problématique qu'on est quand même très soit concentré dans des grosses villes, soit dans des campagnes où l'effet de réseau que tu évoquais est beaucoup moins fort. Donc c'est vrai que c'est à garder en tête. J'avais une dernière question pour toi, Laetitia, avant qu'on ne se quitte. C'était si tu devais donner des conseils à une jeune pousse, une jeune start-up qui se lance sur ce créneau du future of work, comme tu connais très bien le monde des start-up, tu es proche de The Family, et dans ton travail au quotidien, tu rencontres énormément de monde. Donc, ça serait quoi ton conseil ou tes conseils pour une start-up qui se lance sur ce créneau-là de la transformation du monde du travail? Alors, justement, il n'y a pas qu'un seul créneau, il y en a plein. Tu as parlé de la question de l'âge. Donc, en fait, c'est bien choisir un sujet. Il y en a beaucoup dans ce monde en transition. Il y a beaucoup de sujets et il y en a beaucoup qui sont passionnants. Et peut-être que si j'avais un conseil à donner, c'est d'essayer de se baser sur une compréhension d'un changement de modèle dans toutes ses dimensions. Et quand on a choisi un sujet, de s'y attaquer avec cette forme d'intelligence pour comprendre de manière systémique comment les choses sont reliées entre elles. Peut-être qu'on pourrait le faire de manière plus détaillée et précise sur un sujet précis, mais encore une fois, il y a
il y a plein d'éléments du future work. Donc, ça dépend de quelle entreprise, quel sujet tu as en tête. Dans tous les cas, on lira tes articles, on continuera à lire tes articles pour rester éclairé sur ces sujets. Merci beaucoup Laetitia pour cet échange absolument passionnant, très riche d'informations. J'espère que ça sera utile à nos entrepreneurs et à tous les auditeurs et auditrices qui vont écouter ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir au micro. Pour moi aussi. À très bientôt. À bientôt. Ciao Laetitia. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.